la parole à Alex Bruno, qui va nous projeter quelque chose. Alors, les territoires, la France, des grandes périphéries urbaines, territoire maudit. Est-ce que cette question justement de la densité, c'est pas un peu le fantôme maudit de la ruralité ? Alors, la densité, je ne sais pas. Alors, je m'appelle Axel Bruno. Il se trouve que je fais des notes à la Fondation Jean Jaurès, mais que dans le civil, je suis prof d'histoire géo. Du coup, je suis un peu dans mes petits souliers parce que j'ai pas mal pratiqué les ouvrages universitaires de Laurent Davzy quand j'étais étudiant. Et du coup, j'ai un petit syndrome de l'élève, là. Donc, comment on tiendrait par rigueur ? J'espère. Donc nous, en fait, d'autant plus, je ne vais pas forcément dire exactement, on n'est pas forcément raccord sur absolument tout. Nous, on a fait, voilà, on a pris le parti avec Thibault L'Honneur dans les notes qu'on a rédigées de parler de la France des sous-préfectures, davantage que de la France rurale. Alors si je peux juste avoir la première diapositive, s'il vous plaît, voilà, super. Parce que le concept de ruralité ne nous paraît pas forcément pertinent. D'abord, quand Madame Le Pen parle de la France des champs et des clochers, moi je ne vois pas très bien à quelle réalité statistique elle renvoie. De la même façon que quand Julia Cagé et Thomas Piketty évoquent la France des bourgs et des villages, c'est la même chose. C'est la même chose, pardon. On a du mal à un petit peu cerner de quoi il recouvre. Je vous ai mis simplement une carte là qui montre l'emprise des aires urbaines. Et il faut bien voir que dans l'accroissement de l'emprise des aires urbaines sur le territoire français, ce sont essentiellement les villes petites et moyennes qui, au cours des 20 dernières années, ont eu la consommation d'espace la plus importante, et pas tellement sur les marges des métropoles, mais plutôt sur les marges des villes petites et moyennes. Et du coup, ce qui nous a invité un peu à nous pencher là-dessus, à attirer notre attention là-dessus, qu'on a essayé de valoriser en appelant ça la France des sous-préfectures, parce qu'on voulait renvoyer à une image de service public, à quelque chose qui soit plus valorisant que des périphéries. Les périphéries, même au pluriel, moi je connais personne qui se définissent comme un périphérique, alors que la France des sous-préfectures, ça nous renvoyait un peu à un idéal, égalitaire et profondément républicain. Si je peux avoir le visuel d'après, ça ne fonctionne pas. Et il y avait un visuel, alors je suis désolé, qui indiquait que 50% des manifestations, des manifestants, lors des mobilisations au moment de la réforme des retraites, étaient issus de ces villes petites et moyennes. Il y avait notamment l'équivalent de... Voilà, vous avez les manifestations en Bourgogne, qui concernent évidemment pas que Dijon. Et donc il y avait notamment la population, l'équivalent de 25% de la population d'Alès qui a manifesté, 12%, l'équivalent de 12% de la population de Barcelonnette. Si on regarde les chiffres des manifestants dans les grandes métropoles, c'est l'équivalent de 6 ou 7% de la population lyonnaise ou lilloise qui a défilé. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Alors on pourra dire oui, mais dans une petite ville ou une ville moyenne, ça a drainé les campagnes autour. Mais oui, tout à fait, c'est exactement notre sujet. Et le fait que ces réalités de la France rurale et de la France des villes petites et moyennes, elles sont imbriquées. Donc voilà, donc ces mobilisations inédites nous sont apparues comme un marqueur fort, celle d'une nouvelle épaisseur sociale du territoire français. Et on a évoqué à propos de ça, c'est l'objet de la diapositive suivante, un héritage maudit. Et on considère que dans ces villes petites et moyennes, les réalités socio-économiques se sont empilées et ont contribuer au déclassement de ces territoires-là. Alors d'abord, il y a eu la désindustrialisation qui a frappé durement les petites villes mono-industrielles. Je pense notamment à Thaon-les-Vosges, à Forbach, à Abbeville. Et ensuite, il y a eu finalement d'autres couches qui se sont rajoutées par-dessus. Vous aviez une carte de l'emploi industriel. La première, c'est l'emploi industriel en 1975, et l'autre, c'est au début des années 2010. Et finalement, ensuite, il y a eu l'armature commercial qu'a connu le territoire français, avec ce phénomène qu'on voit tous, le bouclage de toutes les périphéries urbaines par des centres commerciaux, avec notamment la politique des hypermarchés, qui avait un moment, vous savez, la politique d'intermarché, c'était de descendre jusqu'au chef-lieu de canton. Et il y avait 1800 magasins intermarchés, autant pratiquement que des chefs-lieux de canton. Alors on pourrait se dire innocemment, mais très bien, c'est venu compenser. Sauf qu'un emploi dans les... Alors j'ai jamais eu un emploi dans les commerces qui est venu compenser un emploi industriel. Ça n'a jamais été un point. Et surtout, il y a aussi la question du nombre d'emplois induits. On considère qu'un emploi industriel, il entraîne entre 4 et 5 emplois derrière lui, alors qu'un emploi dans les services, ça ne va jamais au-delà de 1 pour 1 ou 1 pour 1,5. Donc ça a un peu plus marqué socialement ces territoires. Ensuite, troisième couche, si je puis dire, il y a eu une timide réindustrialisation
de ces espaces depuis le milieu des années 2010, mais on n'en est pas du tout sur le même type d'industrie. On a par exemple deux exemples, Naturopéra à Bully-les-Mines, c'est dans le Pas-de-Calais, qui regroupe quelque chose comme 50 salariés, et on a également à Neuville-en-Ferrain, Fashion Cube, où là c'est 100 salariés. À côté, sur le même territoire, vous aviez Tri-Saint-Léger dans les années 70, 12 000 ouvriers. D'accord ? Donc évidemment, on n'est pas sur le même étiage. Et enfin, si je puis dire, la quatrième plaie, c'est pas la quatrième plaie de l'Égypte, c'est la quatrième plaie des territoires en déprise, c'est la France Amazone. La France Amazone qui, évidemment, les entrepôts d'Amazon sont préférentiellement installés dans des villes petites et moyennes, alors de façon discriminante, le long des axes routiers et autoroutiers, mais du coup, ça oriente de façon très marquée ces territoires-là avec une surreprésentation des tout petits emplois de la chaîne logistique. Et donc, qui va un peu dans le sens d'une... Vous voyez, sur cette carte, c'est très net, les petites villes sont plus sombres, c'est-à-dire qu'il y a une plus forte proportion de petits emplois dans la chaîne logistique, dans les petites villes que dans les métropoles. Et donc, du coup, ça caractérise encore socialement un peu plus fortement ces espaces. Donc, évidemment, on est venu assez, au bout d'un moment, sur les conséquences politiques, et on a regardé, à partir des sous-préfectures, les circonscriptions qui comportaient des sous-préfectures. Alors qu'évidemment, des circonscriptions rurales, et dans une circonscription où il y a au moins une sous-préfecture, généralement, c'est une circonscription rurale. Ce qu'on appelle une circonscription rurale. Évidemment, il y a des exceptions. Et on s'est aperçu que si on prend 2002, pour rappel, fort ressac de la gauche, à l'issue du deuxième tour qui a vu la qualification de Jean-Marie Le Pen, la gauche conserve 175 circonscriptions, mais dans 54 d'entre elles, ce sont des circonscriptions de sous-préfecture, pour 54 d'entre elles. Alors ensuite, quand on revient en 2012, victoire de François Hollande, vague rose, la gauche contrôle 122 circonscriptions comportant une sous-préfecture, et l'année dernière, 2022, la gauche n'en contrôle plus que 40. C'est-à-dire qu'on est tombé encore un cran en dessous de ce qui était contrôlé en 2002, qui était vraiment une année de basse eau, pour rappel. Donc nous, on a essayé de voir, et là je vous ai mis deux cartes qui sont éloquentes. La première ici, c'est la qualification de candidat NUP pour le second tour, et si je peux avoir la deuxième... Voilà, non, ensuite, et ça, ce sont les victoires. Ce sont les victoires à l'arrivée. Et donc, voilà, le constat qu'on fait, c'est que dans ces circonscriptions de sous-préfecture, il y a des seconds tours qui sont difficiles, voire très très difficiles. Et donc, ce qu'on a interrogé, nous, c'est la question du Front républicain. Alors, je ne vais pas vous bassiner avec l'histoire du Front républicain depuis le 19e siècle, même si je trouve que c'est très très intéressant. Mais qu'est-ce qu'il en a été ? On voit que le Front républicain, ça a longtemps fonctionné. Je pense notamment à la circonscription de Gardanne, où Roger May, le maire communiste de Gardanne, conserve la circonscription. C'était la circonscription de Tapie, qui avait dû partir en 1996. Et donc, il avait fallu... et donc là, même la droite avait appelé à voter Roger May au second tour contre le FN à l'époque. Et ça fonctionne assez longtemps, parce que même le PS parvient à conserver en Front républicain la circonscription de Pierre Moscovici en 2016, vous savez, quand il est nommé à la Commission européenne. Il se qualifie juste en passant devant la droite, et hop, il l'emporte en Front républicain. Ça, étude par circonscription par circonscription, ça fonctionne de moins en moins. Un tout petit exemple, Caroline Fiat, élue à Pont-à-Mousson en 2017, donc la 6e de Moselle, de Meurthe-et-Moselle. Donc elle se qualifie au second tour avec un peu moins de 16% des voix. Elle est propulsée à plus de 61 au second tour. Dans la même configuration en 2022, elle l'emporte de moins de 200 voix. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'était, dans ces endroits-là, comment a fonctionné le Front républicain. Et si je peux avoir les tableaux que j'ai faits après. Je vous ai mis quelques exemples de candidats RN, là. On a essayé de voir où dans le cas des duels entre la NUP et le RN, en gros, il y a eu 65 duels NUP-RN. Il y en a 37 qui sont remportés par le RN et seulement 29 par la NUP. D'accord. Et on a essayé de voir où allaient les électeurs qui étaient situés entre ces deux pôles, si vous voulez, en disant un électeur qui se qualifie pour le second tour a un certain nombre de réserves naturelles, avec plein de guillemets, parce qu'évidemment les réserves ne sont jamais naturelles. En gros, les candidats divers gauche et écologistes pour les candidats de la NUP, et Reconquête et
Dupont-Aignan pour le RN, et où s'orientait la masse d'électeurs qui était entre les deux, ce qu'on appelle les réserves de Front républicain, qui traditionnellement font barrage à l'extrême droite. Et on s'est aperçu que ce volume de voix, il allait préférentiellement vers les candidats du RN qualifiés à hauteur de 44% sur l'ensemble de ces 65 circonscriptions, et seulement 41% pour les candidats de la NUP. Et si on prend les circonscriptions de sous-préfecture, le rapport est encore plus dégradé. C'est-à-dire qu'on a 44% vers le RN et 37% seulement vers ceux de la NUP. Et donc, alors ça c'est systématiquement dégradé par la présence de candidats de gauche dissidents type Carole Delga. Je ne vous fais pas un dessin, c'est-à-dire quand il y a une candidature Carole Delga, ça dégrade encore plus ce report. Et donc, pour parler de ça, nous, on propose quelque chose, on appelle ça le Front National Républicain. Il n'y a plus de Front Républicain, il y a un Front National Républicain. Alors il y a 3 avantages pour nous à parler de Front National Républicain, c'est que, ça jette au visage des macronistes qui a quand même des alliances de circonstances avec l'extrême droite, et pas seulement dans les urnes. Ensuite, ça dénonce une idéologie républicaine à minima, qui se fonde seulement sur une esthétique et des symboles, ce dont la droite et l'extrême droite sont friands. Et alors, c'est pas le moindre avantage, c'est que dans Front National Républicain, il y a Front National, et que renvoyer l'extrême droite à son lourd passé, ça nous semble pas être une mauvaise idée. Voilà, donc un petit peu l'idée face à ça, c'est qu'est-ce qu'on active en termes de combat idéologique face à cette pente, et donc, pour nous, c'est de s'orienter vers la démétropolisation. Donc, avec un retour à un certain nombre de grands principes d'aménagement du territoire, notamment à la DATAR, aux directions départementales de l'équipement. D'autant plus que le RN, sur ces questions-là, et je pèse mes mots, ne fait pas le match. La ruralité y est souvent présentée comme une espèce d'image d'Épinal, dont le RN se garde bien d'articuler ses difficultés à celles des quartiers populaires. Juste un exemple, à côté de mon boulot de prof, je m'occupe un petit peu de l'affectation des contractuels au sein de l'Académie d'Aix-Marseille, et on s'aperçoit il nous manque 11 profs d'histoire géo dans l'Académie d'Aix-Marseille. D'accord, ça représente 200 heures par semaine. Et donc 800 par mois d'histoire, géographie, d'enseignement moral et civique. Et voilà, je vous le donne en mille. Où est-ce qu'ils ne sont pas affectés ? Chez Léo et chez Michel, et dans les quartiers nord de Marseille. Voilà. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'horizon avec la démétropolisation qu'on se fixe. On a un certain nombre d'idées en la matière. On est à votre disposition pour en parler de façon plus ample. Merci. On a encore, merci à vous trois. On a encore